Sunderlight Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. On est très heureux en plus de vous retrouver en version filmée sur YouTube, et non c'est pas le cas, mais parfois les épisodes sont filmés, ou en version audio sur Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer. Aujourd'hui il est l'heure du Fight Club, les chroniqueurs, les clapeurs plutôt vont s'affronter autour d'une question, j'arrive pas à parler, d'une question cruciale. Il y a Mickaël qui a fait un bruit très chelou. Il a essayé de grogner. La question cruciale, c'est quel est le meilleur des deux films indestructibles? On va Je pense qu'on répondre sait tous, hein. à la question dans un instant, mais je vais d'ailleurs présenter les clapeurs gladiateurs du jour qui vont s'affronter. La première clapeuse est une productrice et surtout ne la réveillez pas pendant son sommeil, vous y risqueriez votre vie, c'est Elsa Morel. C'est vrai que le dodo, j'aime bien. C'est vrai, ce sera ton épitaphe là. C'est vrai que c'est vrai que c'est une circonstance en plus. Le second clapeur est journaliste et la bataille, ça le connaît, il attend sur le ring avec impatience, c'est Gabriel Thibault. Ah, mais je suis prêt et chaud. Chaud, Bouillant. Et avec toi, nous retrouvons un clapeur responsable marketing qui s'est entraîné en hypnose pour vaincre, c'est Mickaël Godefroy. Oui, je suis Mesmer. C'est pour ça que je nous le dors, en fait, craignons. je m'endors. C'est ça. Aujourd'hui, c'est donc un affrontement de taille entre deux volets de films qu'on adore tous quand même souvent. Les Indestructibles 1, sorti en 2004, réalisé par Brad Bird, contre Les Indestructibles 2, sorti 14 ans plus tard en 2018, toujours réalisé par Brad Bird. Lequel des deux films est le meilleur? Et certains d'entre vous, de les auditeurs, se disent peut-être que la réponse est évidente, mais vous allez voir qu'à priori, la réponse ne l'est pas tant que ça. On va commencer avec Les Indestructibles 1. Gabriel, vas-y, c'est toi qui vas commencer à nous en parler. On va voir les points négatifs, positifs et négatifs de chaque film, et seulement à la fin, on découvrira qui est dans quel team. Gabriel, c'est à toi de commencer avec le premier volet. La question est ardue. Ah. Toutefois, moi, le premier volet, c'est un volet qui a beaucoup d'importance parce que il est tombé à la bonne époque. C'est-à-dire qu'au moment où il est tombé, on n'avait pas encore l'overdose un peu de films de super-héros, etc. Il arrive en avance et fait des critiques pertinentes en avance du médium des super-héros et de ce que les super-héros peuvent avancer. Il comprend déjà quels sont les travers des personnages possibles, il tourne déjà la dérision en faisant de très bonnes blagues sur même l'univers des super-héros. On pense par exemple à la blague avec Edna et les capes. Edna, pardon. Non. Edna. Oui, mais c'est parce Là, qu'elle est, c'est un parce qu'elle est volcan. volcanique. C'est parce qu'elle est volcanique. Ah, bien rattrapé, il est fort, ce Gabriel. Acrobate à mes heures. Et justement, moi, je trouve, même si on peut justement lui reprocher avec tout le temps d'avoir peut-être une animation un peu vieillie, je trouve que il est tombé au bon moment, et ça c'est une qualité que malheureusement le second ne peut pas avoir. Elsa, t'es d'accord avec cette idée-là? Cette idée, elle est un peu démontée dans le sens où, dans le 1, on voit effectivement que l'homme va à tout prix gérer lui-même ses problèmes. Mais du fait de ça, il se fait avoir par le méchant. Et on voit que c'est toute la famille, il a besoin de toute la famille pour pouvoir survivre finalement. Donc il y a un équilibre familial qui se crée. Et je trouve que cette idée de départ de montrer qu'un homme est puissant, elle est démontée tout le long du film. Elle est démontée au cours du 1. Et toi, quelle qualité vois-tu dans ce premier film? Moi je trouve que la force du justement film, effectivement, c'est de montrer qu'est-ce qu'un super-héros, les pouvoirs que ça implique et la responsabilité que ça implique aussi. Et que des fois on en fait un peu trop avec ses pouvoirs. Et aussi, mis entre de mauvaises mains, ça peut, c'est un problème quoi. Et non mais c'est parce que je pense aux méchants. Et du coup, mais c'est pour ça que moi j'ai trouvé ce film intéressant. C'est le propos qu'il tient même sur le film de super-héros. Et comme tu dis, c'est peut-être un des seuls films de super-héros avec l'animation que je. Alors à l'époque en 2004. Ah oui, à l'époque. Tu veux dire, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un film d'époque et c'est une de ses qualités. Ouais. C'est surtout que pour l'époque, il était visuellement quand même impressionnant parce que c'était toute une technologie de devoir faire Elastigirl et tirer les bras et tout. C'est pas si facile que ça. Donc ça, Pixar, bravo. C'est pas évident d'y tirer les bras. J'ai montré, mais ça l'a pas fait chez moi. Mickaël. Alors justement, je rebondis là-dessus. Effectivement, on a eu très longtemps après une série qui ressemble, c'est un peu The Boys, avec
avec Qui des ressemble super-héros. dans un autre Qui style. ressemble dans un j'imagine. autre style, non mais adapté effectivement avec toute une vie avec des super-héros Donc qui le existent. quotidien aussi des Exactement, super-héros. voilà. Je pense que Là, c'était le premier dessin animé effectivement avec des super-héros. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé tout simplement la présentation des personnages. Je trouve qu'il n'y a aucun des personnages de la famille qui est laissé derrière. Je trouve qu'ils sont tous intéressants. Ils amènent tous une petite touche sympathique. Je trouve qu'à l'époque, le film marchait très bien et que en tout cas, tous les enfants s'identifiaient aux personnages. Il y avait vraiment un gros travail de fait là-dessus. Ils sont tous attachants. Pour ce qui est du méchant, je trouve que c'est un des méchants les mieux écrits en tout cas avec sa backstory avec Monsieur Indestructible. Moi je trouvais que l'écriture était formidable et c'est un film qu'on peut revoir et revoir avec grand plaisir. C'était une vraie belle réussite à ce niveau-là. Moi je trouve que le premier effectivement je l'avais vu au cinéma, je l'avais trouvé super parce que on rentre dans cet univers là de super-héros et en même temps on voit que c'est des super-héros mais que dans leur vie quotidienne ils font face aussi à des problèmes qu'on rencontre tous. Du coup il y a un effet d'identification qui fonctionne et cette histoire nous encourage aussi, nous permet de nous identifier à cette famille là quoi. Il y a tous les profils, il y a l'adolescente, il y a l'enfant, il y a le père et la mère et je trouve que c'est peut-être la force de ce film là, c'est ce mélange qui est propre à Pixar aussi, vraiment en ce mélange d'humour intelligent et d'action et je pense que ça fait partie des qualités de ce film-là, Gabriel. Oui, et mélange d'humour et d'action, oui, et également de fond et de propos. C'est-à-dire que moi, je me rappellerai toujours de voir la dichotomie entre Bob Parr, donc Monsieur Indestructible, quand il est au bureau, il est énorme et tout enfermé dans un tout petit open space, et quand il retrouve enfin qu'on lui rend un peu ses rêves de grandeur, on lui met une maison énorme avec des coulées de lave, etc. Et il y a même ce genre de réflexion pour montrer le fait qu'on puisse être écrasé au travail, le fait qu'on soit dans un environnement hyper gris, hyper normatif, qui empêche les particularités de s'exprimer, mais qu'on ne doit pas non plus céder aux sirènes où on nous promet n'importe quoi, etc. Enfin, je trouve qu'il y a même des astuces d'image et presque des astuces de mise en scène qui n'ont vraiment pas pris une ride. Et encore une fois, je trouve que le écrasé par l'open space, c'est maintenant un cliché de cinéma, mais au moment où ça s'est sorti et dans un film d'animation, c'était quelque chose de résolument novateur. Bah, surtout, oui, c'est vrai que tu le dis, les personnages vous ressemblent vraiment un peu à qui ils sont. Il y a justement le boss de Bob, là, qui est tout petit et carré, c'est ça, si je dis pas de bêtises, qui est avec les lunettes avec les noires, lunettes, c'est ça, ouais. Et à l'inverse, lui qui est gigantesque, et les personnages sont très, très bien construits et très bien pensés. Et ouais. puis, je viens de m'en rappeler, etc. Mais non seulement les personnages ressemblent physiquement à ce qu'ils sont, mais surtout les pouvoirs s'accordent aux personnalités. Enfin, Oui. c'est-à-dire, par exemple, Elastigirl, qui est une mère à tout faire, bah, du coup, elle peut avoir les bras Ouais. élastiques. C'est ça. Violette, qui est une adolescente un peu mal dans sa peau, bah, elle peut se rendre invisible. Enfin, Exactement. il y avait une ingéniosité Flash qui dans est très les speed. pouvoirs. Voilà, c'est ça. C'était non vraiment. Et puis même Jack Il est Jack, hyper actif en qui fait. est tout Flash. petit, Ouais. qui est nouveau-né, donc virtuellement qui peut tout faire. Oui. Parce qu'il a pas de limite, pas encore de truc, il pourra devenir un peu ce qu'il veut. Et ben littéralement, il peut se transformer. Enfin, C'est ça, c'était très. vraiment brillant. Hein. C'est à l'écriture, c'est très bien pensé et ça l'est aussi dans la réalisation. On en parlait, Elsa, oui. Bah, peut-être pour trouver un défaut à ce film, ça serait justement les pouvoirs, enfin les enfants qui sont peut-être un peu plus mis de côté que par rapport aux deux dont on va parler. Et je trouve ça dommage parce qu'effectivement j'ai parlé du fait que la famille était soudée, mais dans le 1 c'est quand même, je trouve, plus le père et la mère qui sont mis en avant et les gamins ont un peu moins de responsabilité. Oui, je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est effectivement c'est une bonne réflexion. Je trouve que dans les défauts qu'on peut trouver à ce film-là, il y a ça, il y a ce fait qu'on se concentre vraiment sur les personnages principaux, mais même Frozone, hein, qui est quand même un personnage très intéressant, qui est quand même vraiment très secondaire dans le film. Il y a quoi d'autre comme défaut pour ces indestructibles, puisqu'on a cité les qualités, Michael. Moi, j'en ai peu. Moi, je pense aussi à la musique, je trouve qu'elle est vraiment très très cool. Parce qu'on en Ah, parle donc pas les souvent. qualités, on est Ouais, excuse-moi. Alors, reparti Non, mais sur les c'est vrai qualités. C'est vrai que la musique est très bien. vraiment excellente. Mais c'est vrai qu'en termes de défauts, j'ai réfléchi, mais j'en vois pas énormément. Bah, Gabriel. si on pouvait en trouver un, je trouve que, mais je sais pas si c'est vraiment un défaut ou si c'est voulu, mais je trouve que on ne croit jamais à la bienveillance de l'entreprise qui recrute Bob Parr. C'est-à-dire que ça n'est pas un coup de théâtre de comprendre qu'en fait il se fait manipuler depuis le début, je trouve. Oui. On sent. Alors est-ce que c'est précisément voulu que nous on s'en doute pour montrer un peu que le personnage est aveuglé par son Naïf un orgueil peu, oui. et naïf, ou si le film s'attendait vraiment à nous surprendre parce qu'on aurait dû, avec empathie pour Bob Parr, croire qu'effectivement tout était possible avec elle.
Je sais pas quelle est la bonne réponse à cette question, mais je trouve que les coups de théâtre sont un peu cousus de fil blanc. Et Oui. tu parlais de la backstory de Syndrome, du coup. Oui. C'est comme ça que s'appelle le méchant. Le je pense. méchant, ouais. Qui s'appelle Syndrome. Moi, justement, je trouve que le fanboy rejeté qui décide de se venger, je trouve que ça manque un peu d'ampleur. C'est pas assez puissant, Elsa. Bah, moi je suis un peu peut-être d'accord avec ça, même si je trouvais intéressant, peut-être pour revenir encore un peu aux qualités, mais le fait de le fanboy qui se fait rejeter, je trouve ça quand même intéressant parce que ça part pas de. Pour une fois, dans un film hollywoodien, on montre bien d'où vient, on montre une psychologie du personnage en fait, du méchant, je trouve. Parce que d'habitude, on est plus dans un truc qui font les choses, on comprend pas trop pourquoi, ils sont nés méchants, on dirait, donc voilà. Alors que là, il y a vraiment une psychologie des personnages, et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et citons aussi pour les qualités, il y a aussi le personnage d'Edna dont tu parlais, qui est un personnage qui est incroyable. C'est quasiment l'un des meilleurs personnages, doublé par Amanda Lear, et ce doublage est d'autant plus magnifique, et on la voit un peu plus dans le 2 d'ailleurs, Edna, que dans le 1. Je pense que les gens, Brad Bird, il a compris qu'on l'aimait, Edna Mode. Gabriel, oui. Eh bien, moi, je trouve que, contrairement à toi, Elsa, que alors là où je suis d'accord, c'est que le personnage de Syndrome a des motivations et c'est un personnage fort, mais je trouve que son origin story, je la trouve trop simple. C'est-à-dire que je trouve que le choc qu'on nous montre étant petit, on a du mal à comprendre que ça puisse entraîner de telles conséquences. Enfin, c'est-à-dire être un peu déçu par ses idoles. Moi, je trouve que l'origin story est finalement assez faible quand même. On a du mal à comprendre comment est-ce que un personnage peut avoir autant de... Comment est-ce que un simple refus peut susciter autant d'animosité, parce qu'il ne devient pas seulement, entre guillemets, un sale type, il devient un antagoniste over the top quand même. Enfin, c'est... Michael. Alors, oui et non, je trouve que justement sa construction est intéressante. Ça existe aujourd'hui des personnages qui sont vraiment, enfin des personnes qui sont vraiment fans de quelqu'un et qui en deviennent complètement fous, ou qui les poursuivent, qui font des choses comme ça. Lui, derrière ça, il crée vraiment sa vengeance, c'est-à-dire qu'il se construit lui-même, hein, tout ça. Il devient totalement riche. Alors, je sais plus s'il est riche de base, mais en tout cas, il devient totalement riche. Il se construit, il devient riche et construit plein de choses. Il s'achète une île, il fait plein de choses. Donc, il se construit vraiment toute une identité à cause de cette histoire-là. Et moi, je trouve ça justement intéressant. Et après, et enfin, quand tout est prêt, il va le retrouver. Et moi, je trouve que cette construction-là, je trouve que c'est intéressant, c'est assez original, ça sort pas de n'importe où. Et il est quand même ultra fan de base, donc ça se tient. C'est pas non plus, je trouve pas ça non plus complètement sorti de nulle part. Mais Gabriel. Moi, je dirais juste une petite chose. On l'a fait presque 10 ans plus tard dans Amazing Spider-Man, le destin d'un héros avec Electro, et on a tous trouvé ça naze. De quoi? Alors, oui. Il y a eu un blanc. Le 2, tu parles avec Electro. Mais c'est le personnage aussi. Enfin, moi j'ai bien aimé ce film-là, mais mais pour genre, Gwen Andrew Stacy. Garfield. Et pour Emma Stone aussi. Oui, mais tout ce qu'il y a, il y a plusieurs méchants, il y a plusieurs trucs qui vont avec, et Electro, il est pas si bien écrit. Enfin, je trouve que ça marche beaucoup moins bien avec Electro, même si les thèmes musicaux avec Electro sont fabuleux. Très bien, bon, on va passer aux Indestructibles 2 maintenant. Elsa, on commence avec toi. Alors moi le film j'ai adoré de manière générale, et ce que j'aime le plus c'est que c'est un film qui mélange beaucoup de genres, comme l'animation donc qui est le genre principal, mais aussi la comédie familiale, et aussi ce qui me plaît c'est que c'est un super film d'action. Moi je me souviens d'une scène où Elastigirl elle est sur sa moto, elle course un train, moi j'étais happée, ça faisait bien longtemps que j'avais pas été autant happée par un film, j'avais oublié ce qui m'entourait, et vraiment parce que à la différence du 1 je l'ai pas vu en salle en fait, j'ai vu le 2 en salle donc ça peut jouer, mais donc là c'est vraiment ce mélange subtil qui marche, qui est explosif et qui plaît aux spectateurs. La deuxième chose, c'est que c'est un film qui est tombé très bien dans son époque, puisqu'on a un reversement des personnages, dans le sens où c'est Elastigirl qui va devenir au début un peu le personnage principal et aller sauver des vies. Et alors que dans le 1, c'était plutôt Monsieur Indestructible. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était un film hyper féministe, du coup, à ce moment-là, qui rentrait vraiment dans l'époque. Et ça, vu que je suis une femme, je le ressentais encore plus, quoi. Vraiment, je me suis sentie identifiée avec cette femme qui allait sauver le monde, même si je ne vais pas sauver le monde à mes heures perdues, quoi. Mais tu pourrais, Elsa, on compte sur toi. Michael. Alors, en termes de points forts, c'était une véritable claque visuelle, où vraiment avec justement le film, le Spider-Man, le dessin animé Spider-Man qui est sorti récemment, où c'était aussi une claque visuelle. C'était mon deuxième film où vraiment j'ai pris une bouffée d'air en animation, où vraiment c'était un vrai
vrai plaisir de suivre ce film-là. Donc à ce point-là, c'était vraiment génial. Après, effectivement, c'est très intéressant d'avoir eu ce flip en passant maintenant en mode féministe et de raconter l'histoire des Elastic Girls. Ça, c'était intéressant. J'ai eu quelques réticences au niveau du personnage du méchant, où je le voyais venir très rapidement. Alors, Oui. je précise quand même. Bah, comme dans le premier, Comme dans finalement. le premier, mais je précise quand même que je pense que quand tu as un regard adulte et que tu arrives, du coup, il faut faire le contexte, hein, plus de 10 ans après avoir été fan du premier film, on a un regard adulte, du coup, on a une vraie attente sur ce film-là et on voit plus facilement les ficelles. Donc, il y a une déception en voyant le 2 beaucoup plus tard pour, je pense, le regard adulte. Pour le regard enfant, je pense que quand il découvre Indestructible 2, il a le même bonheur que pour le visionnage du premier. Gabriel, t'es d'accord avec ça? Oui, je suis. Je plus sois volontiers ce que Toujours. dit, Je sois beaucoup. ce que dit Mickaël. Moi, j'aimerais un peu rebondir sur ce que disait Elsa sur le fait que c'est un film qui a trouvé son époque. Elsa, donc du coup, toi, tu as ressenti un peu la proximité avec Elastigirl, justement, Ouais. où tu disais parce que je suis une femme. Bah moi, parce que je suis journaliste, j'ai bien aimé le deuxième film. Et pourquoi? Parce que il y a Le vraiment deuxième. le deuxième. Deuxième, ouais. Et pourquoi? Parce que je trouve que la réflexion est assez intéressante sur l'exploitation de l'image du super. Et je trouve que ça résonne, cette société, ce qui nous est montré comme la façon de vendre des figures et peut-être même de les décaler, de plus de les sortir de leur utilité initiale pour en faire des figures, des héros et des héroïnes dans ce cas-là. Des zéros. Lapsus. Donc je trouve que la réflexion du côté des super et du côté surtout de l'image du super est assez intéressante. Et c'est ça que j'avais à dire, ouais. D'accord, très comme bien. qualité. Moi, je trouve que dans le 2, une des forces du 2, il faut le dire, c'est un nom qui est 2 fois le même nom. C'est Jack Jack. J'adore Jack Jack. Je trouve que c'est l'un des meilleurs personnages de films d'animation quasiment. Et Jack Jack dans le 2, il est beaucoup plus là que dans le 1. Et c'est un plaisir mais absolu d'avoir mais le mélange, le tandem. Est-ce que aussi c'est pas un des meilleurs duos de l'histoire du cinéma? Edna, Jack Jack. Ah ouais, Là, carrément à ce niveau. ils démolissent tout ensemble. C'est De incroyable. l'histoire du cinéma. Non mais la séquence entre Edna et Jack Jack, cet enfant qui est complètement fou, qui a 20 000 pouvoirs en même temps, et Edna qui est excentrique et qui est drôle et qui est doublée en français merveilleusement bien par Amanda Lear. Je trouve qu'il y a, d'ailleurs j'ai vu dans la version originale, elle est doublée par le réalisateur même du film, donc par Brad Bird. Et qui double Edna. Mais donc non, revenons à, je trouve que le duo fonctionne bien et que Jack et cette fois-ci il est impliqué dans l'histoire, et c'est ce qu'on disait dans le 1, c'est peut-être un des défauts, la famille est un peu moins impliquée, tandis que là les enfants le sont vraiment, y compris Jack avec donc des séquences de folie, et ça fait plaisir quoi, le mélange Flash, Violette, Jack avec aussi Frozone, on peut le citer, avec donc Edna, il y a des assemblages, il y a des séquences ouf, et Jack il y a aussi cette séquence de combat contre le raton laveur qui est incroyable, 5 minutes de folie pure, mais moi je trouve que Comme ça, c'est drôle. il y a des idées qui sont peut-être plus déjantées, mais aussi finalement peut-être pas parce que le scénario est beaucoup plus incroyable que le premier, mais aussi parce que ils ont utilisé autrement les personnages, ils ont donné plus d'importance aux personnages secondaires, et ça se voit à Elsa. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que la storyline de Jack en soi, elle apporte rien à la grande storyline, à part Oui. qu'il vient les aider à la fin, mais Oui, il les aide un peu. ils arrivent à rendre ça hyper divertissant, et tellement on s'attache à lui d'une manière tellement Il a un proche, peu- quoi, qu'on trouve ça trop mignon, et finalement on se dit bon, au début on comprend pas trop l'intérêt peut-être avec l'histoire, la plus grosse histoire, mais après bien sûr il va les aider. C'est donc, la famille, hein, donc de c'est toute la façon famille. c'est la famille. c'est la- Michael. La famille. Écoutez, allez voir l'épisode du grand affrontement partie 1 où Elsa imite une séquence du parrain en disant la famille, vous comprendrez pourquoi nous avons ri. Michael. Alors, je vais parler quand même des points faibles, peut-être. Le plus gros point faible pour moi, c'est peut-être le scénario. Je m'explique. On avait une grosse attente après 10 ans après le premier. Et, 14 ans même. 14 ans, ouais. Et en fait, j'attendais d'être surpris, tout simplement, parce que 14 ans après, j'attendais d'être surpris, j'attendais de voir autre chose. Alors, on a dit tout à l'heure que c'était l'inverse, Monsieur Indestructible et Elastigirl, et qu'on avait switché effectivement de rôle C'est elle dans la qui- famille. Ouais. C'est elle qui prend les devants et maintenant qui est capitaine de la famille, si je puis dire. Et en fait,
j'attendais autre chose en fait. J'attendais vraiment être surpris. C'est bête à dire, mais je m'attendais voilà, qu'on parle d'autre chose, qui est peut-être un super méchant plus impactant. Je m'attendais à vraiment autre chose de très novateur. Alors effectivement, Black Jack, pardon, Black Jack, yes, de la folie. Il est super drôle. Il y a des moments très très drôles, mais j'attendais à être surpris et je l'ai pas été finalement. Donc je suis resté un peu sur la fin. Non, moi je trouve qu'il y a vraiment une force en mettant Elastigirl en personnage principal et ça fait vraiment aimer. Et donc Elsa, toi tu parlais aussi donc parce que tu es une femme et ça faisait écho, mais même moi je suis un homme, c'est pour ça. Non mais moi je suis un homme et pourtant je trouve je trouve le fait d'avoir Elastigirl en personnage principal de ce second hyper fort et hyper puissant et on voit tout ce qui anime ce personnage là et je trouve que c'est bien de voir dans des films d'animation, notamment pour des petites filles qui vont aller voir, qui ont vu des filles de 5-6 ans, qui ont vu, oui j'imagine, mais qui ont vu Les Indestructibles 2 au cinéma, qu'elles se disent ah bah voilà, moi je peux faire la même chose. Il y a un côté, c'est vraiment hyper jouissif et je trouve que les personnages sont quasiment plus à leur avantage dans le second film que dans le premier, j'ai l'impression. Gabriel. Bah, moi je mettrais quand même une nuance à cette qualité-là, parce que là où je te suis tout à fait, c'est pour les questions de représentation. Oui, c'est effectivement important de donner un rôle central à Elastigirl pour que plein de petites filles puissent s'y projeter. Je te suis à 100% dessus. Après, moi j'ai une question. Là où ça m'interroge, c'est qu'est-ce que ce film dit de nouveau par rapport au précédent ? Et je trouve que sur la figure du super-héros, alors certes, il y a la question médiatique dont je parlais avant, mais en contrepartie, on avait dans le premier un antagoniste qui avait une vraie réflexion sur le super-héros avec la diffusion des pouvoirs, comment est-ce qu'on pourrait détruire la figure du super-héros, est-ce qu'il suffit que tout le monde soit super, etc. Et là, je me dis, qu'est-ce que ce film de super-héros pose comme question à son média en général? Qu'est-ce qu'il apporte de plus que une satire beaucoup plus poussée sur l'image du super-héros qui était Lego Batman, qui est sorti 1 an auparavant? Alors que le premier était arrivé comme un ovni avec tout un tas de réflexions hyper novatrices sur le médium du super-héros, qu'est-ce que Indestructible apporte de plus? Et moi, ce qui m'a manqué dans ce film, c'est que je me suis dit, mais c'est très bien, c'est très drôle, c'est très bien écrit, il y a vraiment beaucoup de qualité, visuellement c'est au top, mais qu'est-ce que ça m'apporte sur la question du film de super-héros en général? Et j'ai pas grand-chose sous la dent de ce côté-là. Je trouve que ça me manque. Bah, je réfléchis justement. non, mais après, il y a toute la question de la société des écrans, la société de consommation. Je pense qu'il faut, par rapport au film de genre, enfin par rapport au genre du super-héros, qu'est-ce que ça peut apporter de plus? Enfin, quelle est sa différence, tu veux dire? Eh bien ça... Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à apporter après 48 films Marvel, après... ça faisait partie des grandes attentes que moi j'avais, comme Michael, je me disais, comment est-ce que ce film va pouvoir encore retourner la figure du super-héros, et je pense que c'est un film qui, à la fois, comprend son époque vis-à-vis des thématiques de représentation, et des thématiques des médias, etc., mais n'a plus la même force évocatrice sur le sujet qu'il aborde, et je le regrette pas mal. Mais je crois que peut-être la force est ailleurs, parce que pour moi, le fait de placer une femme, ça c'était le signe fort, et à ce moment-là, il y a eu Wonder Woman, je sais pas, qui est sorti avant, mais enfin, on n'avait pas beaucoup de femmes super-héros, et je pense que c'est peut-être triste de dire ça, mais le fait de mettre une femme, ça apporte un regard nouveau, parce qu'on n'a pas tant de super-héroïnes que ça, quoi. Mais ce que Gabriel essaye de dire, c'est qu'après 14 ans d'attente, donc c'est quand même super long par rapport à une suite qui avait vraiment marché comme le premier, d'avoir, entre guillemets, le féminisme, je peux dire, en point central du film. On en attendait un peu plus d'autres choses. On n'est pas scénariste nous-mêmes, mais on en attendait d'autres choses. Voilà, c'est juste ça. Après, l'objectif du 2, c'est ça, de la méchante, c'est de faire en sorte d'éviter que les super-héros redeviennent... Lego entre guillemets, qu'on puisse que leur action devienne légale. Donc il y a un peu cette idée d'overdose de super-héros, de super-pouvoirs, qui fait un peu écho aussi à l'overdose de films Marvel, non? Oui, mais entre guillemets, la volonté de Syndrome de détruire le super-héros en donnant des super-pouvoirs à tout le monde, ça disait déjà, ça montrait déjà cette overdose de super-héros. Et pour la question du féminisme, c'est inverse, c'est Syndrome, il voulait que tout le monde le soit, pour quasiment que plus personne oui, voilà, c'est ça. Et là, c'est l'idée, c'est que dans les deux cas, il y a un objectif de normalisation, soit d'un excès, soit de quelque chose. Et la question du féminisme est intéressante, et je suis d'accord avec ça. Mais j'ai quand même l'impression que le premier mettait quand même une partie
importante de son propos à déconstruire la virilité de Bob Parr. Il la déconstruisait à son travail, il la déconstruisait par rapport à son ego, il la détruisait par rapport à son couple. Et là où Les Indestructibles 2 apportent une étape supplémentaire en offrant vraiment le centre de l'image à Elastigirl, et c'est une chose positive, on se demande, est-ce que le deuxième n'est qu'une extension de ce que commençait à dire le premier, ou est-ce qu'il a sa propre patte ? C'est une bonne question. Il nous faut 4 heures là. Non mais on va bientôt donner nos choix. Va falloir choisir son camp, plutôt Indestructible 1 ou 2. Mais juste avant ça, je vous donne quelques chiffres qui vont peut-être permettre d'apporter un peu d'objectivité là-dedans. Les chiffres du box-office, déjà box-office en France, c'est très serré. Hein. Le 1 a fait 5 millions 500 000 entrées environ, tandis que le 2 a fait 5 800 000 entrées. Donc c'est quand même assez serré. Légère préférence pour le deuxième. En termes au box-office mondial, pour le coup, la préférence est nette. C'est pour le deuxième. Après, ils sont sortis à 14 ans d'écart. Donc bon, voilà. Mais quand même, le premier a fait 600 millions de recettes au box-office mondial, tandis que le second a fait 1 200 000. 1 milliard, oui, 1 milliard 200 000. Oui, ça faisait moins. 1 milliard 200 000, donc c'est 2 fois plus quasiment. Donc on voit que le 2 a quand même particulièrement bien marché à travers le monde. Pour reprendre les chiffres d'Halluciné, notre presse, notre public, le premier avait 4,6 sur 5 pour la presse et 4 pour le public. Le second a 4,2 pour la presse, donc un peu moins, et 4,3 pour le public, donc un peu plus que le premier. Donc c'est assez serré, hein. On voit que les résultats sont pas évidents. Pour le coup, en termes de remise de prix, le premier film a eu 2 Oscars, dont l'Oscar du meilleur film d'animation, tandis que le second n'en a pas eu. Donc voilà, c'est quand même assez serré entre le 1 et le 2. On va commencer avec toi, allez, Gabriel, dis-nous quel est ton préféré, plutôt le 1 ou le 2 ? Moi, ce sera plutôt le 1, du coup. Je suis plus séduit par la proposition de nouveauté radicale du premier que par les qualités techniques indéniables et les thématiques aussi importantes liées au féminisme et à la représentation du second. Mais je trouve que le premier a compris le sujet du super-héros d'une façon que le 2 n'arrive pas à rattraper, donc du coup je préfère le premier. Je préfère le premier. Michael ? Moi également le premier, parce que... Voilà, la balance pèse... non, parce qu'il faut aussi dire que le 2 a joui, si je puis dire, de toute la présentation de cet univers du 1 qui était vraiment parfaite. Le 2 a vraiment travaillé là-dessus, mais le 1 a vraiment super bien préparé le terrain, si je puis dire, avec des très bonnes thématiques, avec des très bons personnages et une famille qui vraiment était très bien présenté. Oui, j'ai dit vraiment le mot présenté plein de fois, mais je trouvais que le 1, même, je pense qu'il y a un petit peu aussi de l'affect là-dedans. Le 1, c'était un de mes meilleurs films préférés en termes d'animation, donc je reste sur le 1, mais un peu déçu par le 2, et je l'ai dit récemment pourquoi j'étais déçu. Elsa. Allez, moi je vais faire pencher un peu la balance, je vais choisir Indestructible 2, car tout simplement je trouve que toutes ses qualités visuelles et son propos sur le féminisme sont tellement forts, et ses qualités visuelles sont vraiment époustouflantes, et moi ça faisait vraiment, comme j'ai dit, très longtemps que j'avais pas vu un film où j'avais oublié que j'étais dans une salle de cinéma, donc pour ça sera le 2. Le 2, bon bah alors du coup c'est moi qui vais faire soit pencher définitivement vers le 1, soit vers le 2, égaliser avec le 2, et je vais choisir le 2 plutôt, donc c'est une égalité. Moi je choisis le 2 parce que je l'ai dit, je trouve qu'il y a les personnages secondaires qui sont juste fantastiques, Jack, Edna, Flash, tous ces ils sont quand même très très bons. Je trouve que le storytelling de ce personnage de super-héroïne d'Elastigirl qui vit et qui s'épanouit au grand jour de ses super pouvoirs, c'est très agréable, et c'est très important aujourd'hui d'avoir fait un film comme ça. Et je trouve qu'il y avait un tel enjeu à faire. On sait que ça a été un énorme succès, le 1 en 2004. Je trouve qu'avoir réussi à faire aussi bien 14 ans plus tard sans que ce soit ringard, en s'adaptant vraiment à la société, c'est très très fort. Et donc félicitations aux deux, et donc c'est une égalité sur ce Fight Club. Gabriel, tu veux rajouter? Je pense que les deux sont vraiment très bons, et ce que je vois de notre discussion, etc., de ce Fight Club, c'est que c'est aussi un conflit d'attentes respectives par rapport au film, et comme on n'y cherchait pas les mêmes choses, forcément Mickaël et moi on est plus déçus par le 2, alors que j'ai l'impression que vous êtes plus laissés séduire par le bénéfice qu'apporte le 2, les nouvelles thématiques qu'il traite, et qu'il traite bien d'ailleurs, je veux vraiment insister sur ce point. Donc je pense que cette différence d'attente, ça crée la rupture entre nous, même si on reconnaît tous que les deux films sont quand même pratiquement équivalents. Très bon, mais j'annonce que vu qu'Aurélien est le présentateur, ça compte double.
C'est quoi ça? Pas du tout. On ne me Non. l'avait Ah pas non, dit. Ouais, non, on nous l'a pour pas prévenu, départager ça, hein. ces films, ce sont les auditeurs qui vont Ah. pouvoir départager en ok, commentaire ok. sur Facebook, Instagram et Twitter avec le @clap5. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes plutôt de la team d'Elsa et moi-même pour Indestructible 2 ou de la team de Gabriel et Michael pour les Indestructibles 1. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à cet épisode. Merci à tous ceux qui l'ont écouté. Merci beaucoup à Sunday Night Productions et donc Pierre-Emmanuel et Guillaume qui produisent Clapement 5. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube Clapement 5 Podcast et activer la cloche pour découvrir tous ces nouveaux épisodes. Rendez-vous mardi pour un nouvel épisode et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous.